Eh bien, bonjour, bienvenue pour ce webinaire. Il est 11 heures, on va démarrer. Donc, bienvenue à tout le monde. Une petite vérification, si vous le pouvez, à travers l'outil de chat, me confirmer que le son est correct pour vous. Et pendant que vous confirmez cela, je vais vous rappeler un petit peu le but de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on est sur le 7e épisode d'une série de webinaires, donc des conférences en ligne, qui sont organisées dans le cadre du dispositif Mon Réseau Top Office. Donc, je rappelle, c'est un réseau de partage de pro à pro. On essaye à travers ces webinaires d'adresser une information assez claire, opérationnelle et utile à des gens qui sont des entrepreneurs indépendants, des professions libérales, des petites entreprises, artisans et commerçants. Donc notre objectif en fait c'est d'apporter du conseil sur des thématiques on va dire quotidiennes, récurrentes du management d'une petite entreprise. On a eu une série de thèmes qui se sont déroulés et qui sont disponibles en replay autour de la communication digitale, la communication sur une zone de chalandise. Aujourd'hui, on va être très opérationnel. Je vais vous faire une présentation de 45 minutes environ, au cours de laquelle vous pourrez poser des questions à travers l'outil de chat. Je profite d'ailleurs pour vous remercier de m'avoir indiqué, Hélène et Jean-Paul notamment, que le son était correct. Voilà, donc 45 minutes. Donc encore une fois, mon objectif à travers cette présentation, c'est vraiment d'être le plus concret possible. Je ne vais pas forcément parler aux grosses structures qui sont déjà équipées, ni parler par exemple à certains métiers qui sont vraiment à l'aise avec la notion de télétravail ou travail à distance. Par exemple, le métier des développeurs web, où c'est quelque chose où les outils sont déjà nativement incorporés à leur poste de travail. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de cibler les artisans et les commerçants. Donc je me présente juste en 2 mots. Moi, je dirige une agence de communication interactive à Lille qui s'appelle Nomads. Donc on voit un peu le point commun entre la thématique du jour et le nom de la boîte. Donc aujourd'hui, assez rapidement, je vais vous faire un petit tour d'horizon de solutions que nous utilisons, que Top Office propose, qu'on peut également trouver par ailleurs sur Internet, dans une optique de gain de temps, de meilleure organisation lorsque l'on est en mouvement, et aussi d'équipements, voilà, tous les équipements qui sont indispensables pour quelqu'un qui télétravaille ou qui se déplace régulièrement dans le cadre de son boulot, bien sûr avec un objectif de rentabilité, hein, puisque gagner du temps et assurer une bonne organisation de son travail, c'est forcément impacter la rentabilité de son entreprise. Voilà. Bref rappel sur le travail à distance ou le nomadisme, quels sont les enjeux. Donc je vous fais pas, je vous fais grâce de tous les articles de fond aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce qu'on peut checker à nouveau le son, s'il vous plaît? J'ai eu un petit message d'erreur. Moyen. Alors je corrige ça tout de suite. Est-ce que là ça va mieux? On va dire on va couper cette partie de la conversation au montage. Je pense que normalement le son est meilleur ici. Parfait, merci Anaïs. Donc je vous passe un peu toutes les infos, vous l'avez sûrement lu, c'est une vraie tendance de fond. On a tous une raison différente aujourd'hui de travailler à distance ou de travailler en mobilité. On peut être parfois obligé de le faire puisqu'on a un métier de commercial itinérant. On peut aussi avoir envie de le faire pour travailler un peu à la maison, donc ce qu'on appelle le home office. Et puis parfois, on a besoin de se déplacer régulièrement pour plein de raisons différentes. Donc ce que je vais vous proposer ici, c'est quelque chose qui, en fait, est une approche assez opérationnelle qui tourne autour de ces 4 points-là, qui sont des points d'attention qui viennent un peu à la fois de ma pratique et puis de l'opinion globale qu'on peut avoir sur ce métier-là. Aujourd'hui, travailler avec un équipement mobile, c'est quelque chose qui nécessite de s'intéresser à la fois à une solution confortable, à une solution qui va vous faire gagner du temps, de bien réfléchir à l'organisation et aussi d'aborder la question de la sécurité. Donc ces 4 points-là, le premier c'est celui auquel je suis moi le plus sensible, c'est-à-dire que en fait, si vous travaillez régulièrement à distance, il faut que vous puissiez choisir des outils avec lesquels vous serez extrêmement à l'aise.
comme dans vos chaussures, comme dans vos habits, il faut que vous puissiez utiliser les justes outils. Il y a des outils que vous maîtrisez, que vous comprenez, donc qui sont vraiment adaptés à votre niveau de connaissance technique, et puis qui sont conçus aussi pour votre activité. Il y a des tas de solutions qui sont disponibles, à la fois en termes d'équipement, en termes d'applicatifs. Eh bien, il va falloir prendre un petit peu de temps, ce que j'indique dans le deuxième paragraphe, prendre un peu de temps au commencement pour vous organiser, et ce temps, vous allez le gagner ensuite. Quand je parle de prendre du temps, c'est bien tester des solutions, et puis lorsque vous aurez trouvé les bonnes solutions, surtout vous n'en changez plus, et là vous commencerez à gagner du temps. Quand je parle d'organisation à la fois, bien sûr en termes d'équipement, de méthodologie, etc., mais surtout dans votre tête, que les choses soient assez claires. Quand je suis en déplacement, quand je travaille dans le train, quand je suis chez un client, où est-ce que je stocke les fichiers? Comment est-ce que je vais les nommer? Toujours de la même façon pour les récupérer rapidement. Avec quel outil je vais pouvoir télécharger un fichier lourd, communiquer avec un client, collaborer, comment je vais organiser mon planning. Tout ça, en fait, c'est des choses que vous devez avoir en tête bien avant de choisir en fait votre équipement. Le dernier point, il est assez important, la sécurité des données, à la fois sur le plan du hacking, donc la peur de perdre des données ou d'être piraté, et aussi sur le plan tout simplement de la fiabilité du matériel. Si vous emmenez vos données sur votre ordinateur portable, qu'elles ne sont pas sauvegardées, vous courez immanquablement le risque qu'un petit incident abîme cet ordi et vous fasse perdre vos données. Donc cette notion de sécurité, il faut l'envisager selon plusieurs angles. Est-ce que mes données sont protégées contre le hacking? Est-ce que mon équipement est robuste? Et aussi, est-ce que les applications que j'utilise sont durables? Par exemple, j'utilise l'application d'une startup qui a démarré il y a 2 mois. Je vais commencer à intégrer un certain nombre de données dedans, du CRM, des choses comme ça. Est-ce que je suis sûr que dans 8 mois, cette startup sera toujours en place? Est-ce que mes données, je pourrai toujours les utiliser? Ce sont des petites questions en fait qui sont intéressantes à se poser dès le départ. Voilà. Donc cette petite conclusion, hein, pour moi, travailler de façon nomade, c'est pas être toujours dans le happening, donc dans l'improvisation. Au contraire, hein, être nomade, c'est être souple, mais être très rigoureux dans son mode de travail. Voilà. Donc la question de la sécurité des données, je vais mettre un focus là-dessus. Le travail en mobilité, aujourd'hui, on trouve le plus souvent des solutions très pratiques en mode SaaS. Donc le mode SaaS, pour les personnes qui ne connaissent pas le terme, vous l'utilisez forcément. En fait, ce sont des applications qui sont en ligne, accessibles dans le cloud, donc qui vous permettent de vous connecter depuis n'importe quel ordinateur avec un login et un mot de passe et d'accéder à cette application. C'est vraiment un phénomène de fond, c'est extrêmement pratique. Ça permet aussi de multiplier les différentes applications que vous utilisez et de toujours récupérer vos données. Donc tous ces avantages sont là. L'inconvénient, ça reste la sécurité des données. Et ça, vraiment, je vous invite à en être conscient, non pas en refusant le mode SaaS à tout prix, mais en vous posant un certain nombre de questions avant de choisir vos prestataires. Est-ce que le prestataire va assurer la protection de vos données contre le hacking? Première chose, hein, travailler avec des entreprises qui sont quand même connues et qui investissent sur la partie sécurité et qui communiquent là-dessus. Est-ce que ce prestataire est solide et durable? Bon, j'en ai parlé juste avant. Est-ce que vos données sont exportables? C'est-à-dire qu'au moment donné où vous allez avoir envie d'arrêter avec une application, est-ce que vous pourrez exporter vos fichiers pour pouvoir les ouvrir dans une autre application? Et puis la dernière question, surtout la RGPD. Si vous utilisez par exemple une application en mode SaaS pour héberger des données clients, dans le cadre de la RGPD, vous êtes obligé de vérifier que le prestataire qui héberge les données de vos clients est en Europe et qu'il répond aux impératifs de la RGPD en matière de sécurité. Voilà, c'est une question de sous-traitance en termes d'hébergement de données. Voilà, j'en ai fini avec cette petite introduction. Je vais avoir une partie maintenant. En fait, la présentation qui suit, donc on va dire à peu près 35 minutes encore, est en deux parties. Une partie où on va parler de matériel et une partie suivante qui va vous dresser un listing d'applications, on va dire variées, tous azimuts, que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir, et pour lesquels j'aurais envie que vous vous disiez, bah, pourquoi pas pour moi, ça peut être intéressant, je vais creuser la question. Donc encore une fois, cette présentation, le but c'est de vous ouvrir un certain nombre de portes et vous donner envie peut-être d'utiliser des outils auxquels vous ne pensiez pas précédemment. Donc l'équipement de base, je ne suis pas là pour vendre de l'informatique, hein, donc je ne vais absolument pas vous donner une information sur les capacités techniques, mais je vous donne mon point de vue, par exemple, sur l'équipement de base en termes d'informatique. Quand on est en mobilité, l'ordinateur portable, évidemment, c'est une palissade de vous le conseiller. Pour moi, un format 15 pouces et léger, c'est quelque chose qui est le prioritaire. C'est-à-dire qu'un 17 pouces, c'est peut-être un petit peu encombrant, parfois un peu trop lourd. Le 13 pouces, c'est très limité en termes de capacité sur l'écran. Donc le 15 pouces, c'est plutôt un format
qui me rassure. Choisissez un ordinateur léger et préférez un ordinateur avec un disque dur SSD. Alors la différence du disque dur SSD par rapport au disque dur traditionnel, c'est qu'il est totalement robuste. C'est-à-dire que si votre ordinateur subit des chocs, le disque, c'est un peu comme une clé USB. Le disque résiste, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de petites pièces à l'intérieur comme sur un disque dur normal qui risque de bouger. Donc choisissez le SSD. Ça a un inconvénient en général, le SSD, c'est que les disques durs sont de taille plus petite, ou pour une grande taille, on a des ordinateurs un petit peu plus chers. Mais on le verra, je vous préconise de travailler autour de ça avec un disque dur complémentaire. Voilà. Donc en dehors et autour de cet ordinateur, ma première préconisation, c'est le b.a.-ba, c'est de vous équiper en fait de connectiques adaptés. C'est-à-dire que moi j'aime bien sur mon portable, quand je suis en déplacement, je travaille dessus. Par contre, quand je suis au bureau ou à la maison, j'ai greffé un écran, ce que vous avez ici par exemple en dessous, un écran 24 pouces qui me permet d'avoir un double écran et de travailler de façon plus confortable. Donc il vous faut cette petite connectique qui vous permet de déporter l'écran du portable. Et finalement, vous allez pouvoir reconstituer autour de votre portable 15 pouces un poste de travail, on va dire permanent, chez vous ou dans un bureau fixe, un petit peu plus confortable. Cette connectique doit vous permettre également de travailler en vidéoprojection si vous avez des présentations à faire chez les clients. Voilà. En complément, toujours dans l'idée de se faire autour du portable un poste de travail un peu plus confortable quand on a des journées de travail un peu plus longues. Le clavier Bluetooth, la souris Bluetooth sont des choses qui vont vous faciliter un petit peu la vie. Et le hub USB, euh, j'ai indiqué auto-alimenté parce que c'est important si vous voulez recharger des périphériques. Voilà, et ce sera assez utile si vous êtes équipé notamment d'un Ultrabook ou d'un MacBook Pro, ce qui est mon cas là par exemple. Aujourd'hui sur les MacBook Pro, la connectique est extrêmement limitée, donc le hub me permet de brancher sur un seul support un certain nombre de clés USB, de recharger mon téléphone, de connecter mon écran VGA ou HDMI, enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses autour d'un hub. Donc trois ingrédients, on va dire assez faciles, pas forcément très coûteux, mais qui vont vous permettre de décupler les possibilités du portable. Je poursuis. Euh, donc des périphériques pour stocker et protéger vos données, il y en a trois principalement. Mon mode de travail préféré, moi, c'est le disque dur externe avec bien sûr un standard USB 3 qui me permet d'accéder rapidement au disque, de travailler directement les fichiers dessus. Et la mise en place d'un système de sauvegarde automatique, c'est vraiment important que toutes vos données qui sont sur le portable ici soient sauvegardées en permanence. Donc sur Mac, c'est le Time Machine. Et sur PC, vous avez un certain nombre de solutions, par exemple le logiciel TreeBackup qui est assez utile. Voilà. Et à la maison ou sur votre bureau fixe, vous pouvez trouver également ce système, donc on appelle ça un NAS. À l'intérieur, il peut y avoir en parallèle deux disques miroirs qui stockent vos données et qui vous offrent la plus grande sécurité. Voilà, moi, si vous êtes un parano de la perte de données, avant de penser au cloud, je vous invite à réfléchir bien à cette notion, comment je sauvegarde en permanence dans chacun de mes déplacements et comment je peux, à un endroit fixe à la maison, assurer le doublon de mes données. Voilà. La clé USB, évidemment, c'est un périphérique de stockage limité. Vous en avez forcément besoin. Moi, j'ai tendance à travailler avec deux types de clés, hein, des clés, on va dire basiques, celles que je suis prêt à perdre, entre guillemets, c'est-à-dire à laisser chez un client avec une présentation. Et puis des clés, on va dire, un petit peu plus lourdes, en 64 Go comme celle-ci, plus sécurisées, en USB 3, qui vont me permettre de travailler avec d'autres personnes et d'échanger des fichiers beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc pensez effectivement à travailler cette partie-là. On va parler en fait de périphériques complémentaires pour scanner et imprimer en mode nomade. Donc c'est quelque chose qui s'est développé beaucoup. Je vais vous mettre une petite vidéo juste derrière. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent, donc qui sont comme ici le scan sur batterie, qui permettent de scanner directement, même sans ordinateur, une feuille de papier vers un smartphone ou vers un ordinateur. Des applications qui vous permettent d'imprimer où que vous soyez. En fait, vous pouvez télécharger une application de marque Epson, HP, Canon ou Browser sur votre téléphone. Donc, vous téléchargez toute la série. Et puis, si vous êtes dans un espace de coworking, si vous êtes chez un client, vous pourrez, à l'aide de ces applications, imprimer sur son matériel s'il est équipé des grandes marques. En général, ce sont ces marques-là qui équipent la plupart du marché. Et vous avez aussi la possibilité d'opter pour une imprimante nomade
qui est équipé d'une batterie, de Wi-Fi, et donc qui vous permet de travailler, d'éditer des contrats, de faire signer des contrats à des clients en direct. Donc petite démo, hein, par exemple ici du scan. Vous avez donc ici un scan papier assez rapide, qui fonctionne en Wi-Fi, qui vous permet de scanner des feuilles A4, mais aussi des cartes de visite. C'est extrêmement utile, hein, donc là, encore une fois, je parle de gestion du temps et d'organisation. Vous avez des outils comme des souris scanners qui permettent, on le voit ici, hein, par exemple, la souris est en train de scanner en live un document Top Office, une carte de visite, puis derrière un envoi directement vers des fichiers Word, Office et compagnie. Voilà. Donc vous voyez des outils de scan pour les travailleurs nomades, des outils également d'impression. Donc là c'est une petite démo du système ePrint chez Epson. Bon, c'est le même fonctionnement chez la plupart des grandes marques. Donc c'est un outil qui vous permet, je vous l'ai dit, hein, depuis votre téléphone de vous connecter assez facilement. Donc là, la démo, elle porte sur un scan, mais l'impression, c'est exactement le même système. Donc j'ai mon application, donc je vous réinvite à nouveau à télécharger un maximum d'applications. Ça vous sera probablement utile si vous êtes en déplacement. Donc vous pouvez imprimer des photos, des documents. Bon, la démo, ici, on va scanner et vous allez voir que c'est extrêmement rapide, hein, puisque on dirige l'imprimante depuis le smartphone. Donc encore une fois, ça peut se situer chez un client ou dans une salle de coworking. Et puis vous récupérez sur votre smartphone directement le scan. Voilà. Des outils purement concrets et opérationnels qui sont assez utiles si vous avez une activité commerciale et qui permettent aussi de dématérialiser, parce qu'on ne le dit jamais assez, un des principaux soucis du travail nomade, c'est la gestion des papiers. L'encombrement, le classement, c'est difficile de toujours avoir des papiers avec soi, de les classer soigneusement quand on n'a qu'une pochette pour les emmener. Donc la numérisation doit être un des objectifs principaux de l'organisation. Voilà. La question de la confidentialité, donc quand on est dans les transports en commun, évidemment, il y a cette première question, le filtre de confidentialité. C'est un filtre qui n'est pas très coûteux, que vous allez venir découper et coller à la taille de votre écran de portable, et qui fait qu'on ne peut voir l'écran que lorsque l'on est extrêmement en face de l'écran. Donc votre voisin de gauche ou de droite dans le TGV ou dans le bus ne verra absolument rien sur votre écran. C'est assez confortable, ça va être travaillé sereinement. Même si ce n'est pas un risque de grosse confidentialité pour vous, ça vous permet de vous assurer que personne n'est en train de lire derrière votre épaule, donc ça ne vous déconcentre pas. Et l'autre outil vital en termes de confidentialité, que vous soyez dans les transports en commun ou dans une conversation en open space, c'est le micro-casque. Donc ça vous permet d'abord d'entendre votre interlocuteur sans que le reste de l'espace ou du wagon vous entende la conversation. Et ça vous permet aussi de parler un petit peu moins fort dans le micro. Vous n'êtes pas obligé de hausser la voix pour être entendu. Voilà, c'est beaucoup plus tranquille en termes d'organisation. Un environnement utile autour du smartphone, assez simplement, c'est la batterie nomade. Donc important, je vais pas parler de la durée de vie de la batterie iPhone pour ceux qui l'ont. Vous savez qu'il peut être nécessaire de la prolonger par une batterie nomade. Sachez qu'il existe également des batteries nomades pour recharger votre ordinateur portable. Et ici, je vous ai mis aussi un outil qui est assez utile, on ne le connaît pas encore assez, c'est la clé USB. Avec un adaptateur Lightning, donc c'est le format iPhone, qui permet de décharger votre téléphone et d'aller stocker des photos, des données, des documents. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais évidemment, il faut prévoir un matériel de transport et de protection pour que rien ne casse. Pour la gestion du temps, eh bien, vous avez quelques outils qui peuvent être sympas. On verra des choses connectées. L'agenda connecté Office Oxford, par exemple, c'est un agenda qui vous permet de faire votre prise de notes papier et puis de la numériser et de l'envoyer sur la gestion d'un agenda digital. C'est assez utile, ce sont des nouveautés. Il y a aussi des produits spécifiques comme celui-ci, alors qui n'ont rien à voir avec le monde digital, mais cette calculatrice, elle est prévue pour les artisans qui travaillent sur les chantiers. C'est une calculatrice qui permet de faire des prises de mesure et aussi des devis sur place. Et elle est conçue pour résister à l'eau. Et donc être lavé si vous êtes donc en train de prendre des mesures pour un volume de ciment, c'est assez utile. Donc il y a des tas de solutions spécifiques à certains métiers. Je ne peux pas toutes les lister, mais j'ai envie de faire le focus sur celle-ci pour indiquer que travailler à distance, c'est pas uniquement une question digitale, c'est aussi une question d'intelligence dans l'équipement, donc de rechercher des solutions. Et mon invitation, pour vous, c'est de dire mon métier, je vais aller l'expliquer
à un conseiller chez Top Office, pourquoi pas. Je vais aller lui expliquer et lui indiquer en fait tous les points pour lesquels j'aimerais trouver une solution qui m'améliore la vie. Et je suis certain que le conseiller pourra vous guider vers des solutions matérielles auxquelles on ne pense pas forcément. Donc voilà, tout est possible, y compris laver, laver sa calculatrice. Voilà. Je vais passer à la partie, on va dire, un peu plus applicative. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être toujours connecté? Il y a deux grandes possibilités. Il y a plein de solutions, hein, mais il y a deux grandes possibilités. Soit vous vous déplacez ponctuellement et vous avez besoin de temps en temps de vous connecter à Internet. Et bien évidemment, peut-être que vous le pratiquez déjà. La solution de partage de connexion depuis un smartphone, c'est la solution numéro un. Son inconvénient, c'est que finalement, elle utilise vos données mobiles. Donc c'est pour ça que j'indique que c'est une solution ponctuelle, hein. Il ne faut pas risquer d'être à court de données mobiles. Et si vous êtes connecté de façon intensive tous les jours en déplacement chez les clients et que vous avez besoin de vous connecter, eh bien, quel que soit le fournisseur d'accès, Orange ou un autre, optez pour une box 3G ou 4G nomade avec un volume de données spécifiquement identifié. Bien entendu, vous connaissez tous la notion de Wi-Fi gratuit. Aujourd'hui, ça se développe. Et donc, je vous invite à vous renseigner là où vous vous déplacez, dans les musées, les hôtels, les restaurants, les hotspots de vos fournisseurs d'accès. Il y a toujours des solutions pour se connecter en Wi-Fi gratuit. Alors, on va parler un petit peu d'outils, d'applications qui permettent de collaborer à distance. Et je vais commencer par la base, c'est-à-dire comment est-ce que je peux partager avec un client ou avec un collaborateur ou avec un fournisseur des fichiers qui sont parfois lourds, des grosses images, des vidéos, des sons, des fichiers PowerPoint, des devis, des choses comme ça. Donc, je vous fais un petit focus sur trois solutions qui sont parmi les plus courantes et aussi les plus simples d'usage. La première, c'est Dropbox. Donc Dropbox, c'est un espace en ligne, donc dans le cloud, euh, entre guillemets, qui vous permet de partager un certain nombre de gigas de fichiers. Dropbox, c'est 2 gigas en mode gratuit. Et après, vous pouvez payer, si vous avez une utilisation beaucoup plus importante, vous pouvez payer un accès professionnel en fonction du nombre de gigas que vous souhaitez. Donc vous pouvez donc stocker toutes vos données. Ça a un avantage Dropbox en installant l'application sur votre ordinateur, portable ou pas. Vous travaillez en direct à l'intérieur du fichier Dropbox, tous vos fichiers, et il y a une synchronisation qui fait que si vous devez vous connecter au cours d'un déplacement à ces données sans avoir votre ordinateur, vous pourrez le faire. En fait, tout ce qui est modifié en live sur votre ordinateur est synchronisé en live et accessible par chacun à distance, bien entendu avec une connexion sécurisée. Vous avez aussi la possibilité de partager des fichiers lourds avec des gens qui ne sont pas abonnés à Dropbox, donc c'est un outil d'envoi qui est plutôt utile et qui vaut WeTransfer. Excusez-moi, donc je viens de voir la question de Jean-Paul. Dropbox reste propriétaire des données propriétaires entre guillemets, mais vous avez la possibilité en fait de les supprimer. C'est-à-dire que oui, tant que les données sont chez Dropbox, malheureusement, si Dropbox est piraté, ben, vos données vont partir. Donc effectivement, vos données, vous en êtes propriétaire vous-même et vous en avez la responsabilité. Donc vous pouvez les enlever à tout moment de l'application Dropbox, puisque moi je vous invite à travailler depuis votre ordinateur. Donc tout étant local sur votre ordinateur, vous ne les perdez pas. Et puis vous faites le ménage de temps en temps, vous les sortez du dossier, vous les archivez sur votre disque dur. Google Drive. Donc Google Drive, c'est un peu la même chose que Dropbox. On va dire que ça a un avantage aujourd'hui, c'est que vous avez 15 gigas d'espace gratuit, donc c'est un point fort par rapport à Dropbox. Euh, on va dire que c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient pour les gens qui sont un peu attentifs à la situation monopolistique de Google. Vous le verrez après, je vous ai fait un petit panorama de tout ce que permet Google en matière de travail à distance. C'est assez formidable, c'est gratuit dans les grandes lignes. Peut-être qu'un jour ça ne le sera pas, ça ne le sera plus, ça commencera à se monétiser davantage. Donc il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de tout mettre chez Google Drive. Voilà. Donc vous pouvez faire votre choix par rapport à ma présentation. L'avantage de Google Drive, en dehors de ces 15 Go d'espace gratuit, c'est que nativement, cette option permet d'utiliser les outils Google, donc Sheets, Docs et compagnie. Donc je vais vulgariser les mots. Donc c'est
l'équivalent d'un Word pour tout ce qui est doc. Sheet, c'est l'équivalent d'un Excel. Et ici, c'est Slide, on est sur l'équivalent d'un PowerPoint. Voilà, donc vous avez la possibilité de travailler en ligne sur des solutions applicatives qui ressemblent fortement à ce que Microsoft propose et de tout intégrer et de le partager en Drive avec qui vous souhaitez. Voilà. Donc là, la question est, tout ce que vous envoyez sur le Drive, effectivement, est chez Google. Et il faut être attentif à sauvegarder régulièrement ou à faire un lien pour récupérer vos données au cas où un jour il y aura un souci. Je vous présente WeTransfer. En fait, les deux premières solutions sont des solutions que vous pouvez partager en permanence, synchroniser. WeTransfer, c'est un outil extrêmement utile, super simple, qui permet d'envoyer un fichier volumineux via un navigateur. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez envoyer une vidéo, vous faites une vidéo avec votre smartphone. Si vous êtes agent immobilier, vous allez faire la vidéo d'une visite, des choses comme ça. Il y a des vidéos qui sont un peu compliquées à envoyer parce que c'est très lourd. Donc, WeTransfer, ça vous permet de joindre tout simplement un fichier lourd, de mettre l'adresse mail du destinataire, vous validez. Jusqu'à 2 gigaoctets, c'est gratuit. Donc votre destinataire reçoit un lien de téléchargement et vous, lorsqu'il a téléchargé, vous recevez un accusé de réception. Donc c'est hyper pratique. Moi, je l'utilise en solution gratuite. Ça me paraît vraiment être une très bonne solution que vous connaissez par ailleurs peut-être puisque c'est vraiment un standard aujourd'hui. Donc là, j'ai fini avec les solutions de partage. Je vais vous parler du mode SaaS, on en a un peu parlé tout à l'heure, pour travailler depuis n'importe quel ordinateur. Donc, de mon point de vue, hein, j'ai trouvé deux grandes solutions. Ce dont je viens de vous parler avec Google et Office 365. Donc, je ne vais pas vous faire la pub de Office 365 aujourd'hui, c'est un outil formidable. Donc, vous le connaissez probablement. La version 365 vous permet tout simplement d'utiliser les logiciels à distance en vous connectant et en hébergeant vos fichiers sur le cloud. Donc je vais plutôt faire le focus sur Google Sheet qui est moins connu, Google Doc pardon. Google Doc, vous avez ici la page de présentation. Donc vous avez la possibilité de créer des documents texte, des feuilles de calcul de type tableur, des présentations de type PowerPoint ou des formulaires ou des sondages. Voilà. Donc ce sont des petites choses qui sont assez utiles. Comme le dit Google, ça fonctionne avec les standards Microsoft Office. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas de la publicité comparative, c'est tout simplement bien prévu pour que vous puissiez ouvrir un fichier Word depuis Google Doc, que vous puissiez enregistrer votre Google Doc sur votre ordinateur et que Word puisse l'ouvrir à nouveau. C'est complètement compatible. Aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Je veux dire que les fonctions sont très proches, les raccourcis clavier sont la plupart du temps les mêmes, donc on n'est absolument pas perdu. L'avantage de Google Doc aujourd'hui, c'est que c'est purement gratuit. Voilà, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, vous êtes connecté en permanence avec Google et uniquement avec Google. Donc pensez, c'est ma préco, pensez peut-être à travailler dans les deux environnements, utiliser Google Doc pour travailler à distance et partager des choses avec d'autres personnes. Par contre, télécharger et synchroniser vos fichiers régulièrement sur votre ordinateur pour pouvoir les utiliser avec votre système Office. Donc, petit récap des avantages. On peut travailler en groupe, c'est-à-dire que sur un même document, vous allez pouvoir avoir plusieurs personnes qui vont venir travailler, compléter un texte. C'est assez utile. Vous avez une sauvegarde automatique, plus besoin de vous embêter à sauvegarder. Vous pouvez remonter dans l'historique, récupérer une vieille sauvegarde. La saisie vocale est possible, mais bon, ça c'est un argument qui est la même sur n'importe quel traitement de texte moderne aujourd'hui et n'importe quel ordinateur moderne. Vous avez la possibilité de convertir un document Word ou Excel en Google Docs et inversement. Petit avantage, vous avez accès à l'historique des modifications. C'est-à-dire que si quelqu'un intervient sur votre fichier, modifie par exemple une date de réalisation ou un montant dans un devis, et que finalement vous avez envie de revenir en arrière, vous avez tout l'historique, vous revenez sur le fichier en cliquant simplement, tiens, je veux récupérer le fichier à la date du 7 octobre, et bien Google Docs vous la sauvegardez et vous le remet à disposition. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on travaille simplement en local, pardon, avec Office. Voilà, vous avez la possibilité de travailler hors ligne en installant l'application Google Docs sur votre ordinateur. C'est assez intéressant aussi si vous n'êtes pas connecté. Et puis, il y a des outils natifs de Google qui sont interconnectés, comme Translate, qui est assez intéressant. Voilà. Donc ça, c'était la partie, on va dire, collaborer, travailler, créer des documents. Donc je reviens rapidement, ça vous sert à quoi concrètement? Vous pouvez faire vos devis, vous pouvez faire vos présentations, vous pouvez rédiger une petite note de compte-rendu pour un client, vous pouvez gérer vos mails, tout est faisable depuis cette interface-là.
Je vais attaquer un point qui lui est un petit peu plus technique, donc c'est ce qu'on appelle les outils de prise de notes intelligente. Donc aujourd'hui, quand on prend des notes, c'est sur un carnet, un bloc-notes ou depuis le portable sur un éditeur de texte, un traitement de texte, etc. Il y a deux outils. Moi, je vais vous parler de Evernote, OneNote, donc c'est dans la galaxie Microsoft. Donc il y a deux outils qui sont ce qu'on appelle des outils de prise de notes intelligente, et je vais vous les détailler un petit peu. Donc c'est pas un simple outil de traitement de texte. C'est-à-dire qu'un outil de prise de notes intelligente, c'est d'abord un outil qui est collaboratif, qui vous permet, par exemple, si vous êtes chez un client, vous êtes allé pour faire un devis pour l'installation d'une alarme ou de n'importe quel équipement, vous avez la possibilité de lui partager cette prise de notes, qu'il puisse la consulter, rajouter des infos, discuter avec. Donc ça devient un outil de travail collectif. Vous avez un accès à distance puisqu'on est en mode SaaS. Vous avez la possibilité d'ajouter à votre prise de notes des photos, des sons, des documents. C'est extrêmement utile. Par exemple, si vous êtes en train de visiter une maison avec des installations à faire. Donc, évidemment, vous allez prendre des notes pour, au niveau des mesures, mais vous aurez aussi besoin de prendre des photos. Par exemple, si on vient pour faire le chiffrage pour l'installation d'une cheminée, on prend des photos de l'espace, on peut commenter, on peut annoter à la main la photo en indiquant les dimensions, etc. Et tout vient se compiler dans l'outil de prise de notes. Donc c'est ce que j'appelle les annotations visuelles. Donc ça c'est la première étape, c'est déjà pas mal, hein. Comme c'est natif, vous pouvez le faire depuis votre téléphone ou depuis votre portable, c'est extrêmement pratique. Et là on va passer à l'étape 2, c'est le scan et l'intégration de documents papier en OCR. Donc la méthode OCR, c'est ce qui permet à un scan d'aller détecter du texte dans une image et de la convertir en texte. Et bien en fait, avec un outil comme Evernote, par exemple, vous avez la possibilité de prendre en photo des papiers et après de faire une recherche sur le moteur de recherche, par exemple n'importe quel mot, je cherche le mot devis. Et en fait, mon outil de prise de notes intelligente va me proposer toutes les fois où j'ai tapé devis moi-même et toutes les fois où le mot devis appartient même à une photo. Donc c'est assez utile. Vous avez donc on appelle ça une indexation intelligente de tous les documents que vous allez mettre dans votre document de prise de notes. Donc que ce soit PDF, image, JPEG, PNG, son, etc. Et vous pourrez faire une recherche. Donc on est vraiment sur un outil d'analyse multi-support. C'est assez utile. Voilà. Et vous avez aussi des outils complémentaires qui permettent d'associer des questions directement en recherche sur le net. Imaginons que vous êtes en entretien avec un client, et vous êtes assureur, entretien avec un client, et le client vous pose une question sur, je ne sais pas, la législation en matière d'équipement anti-feu. Vous pouvez écrire la question directement dans le bloc-notes, se renseigner sur ce type de support et vous validez. Et en fait, automatiquement, avec Web Clipper, Evernote va aller faire une recherche sur Internet et vous mettre dans votre outil de notes 3 liens intéressants. Et ces 3 liens, vous pourrez les consulter plus tard. En fait, cette pré-recherche simplifiée, certes, vous pouvez aller chercher plus loin vous-même, mais ça vous permet, en fait, quand vous vous posez une question au cours d'une prise de notes, en fait, d'avoir un outil qui va vous chercher tout de suite trois réponses possibles. Voilà, ça permet effectivement de gagner pas mal de temps. Et donc là, on en arrive vraiment dans l'ensemble à un outil de prise de notes intelligente. Voilà. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités sur ces deux types d'outils. Il faut prendre le temps de les assimiler. C'est quelque chose qui est assez utile quand on le prend vraiment en main. Voilà. J'ai fini sur l'outil de prise de notes intelligente. J'espère que ça va toujours bien pour vous. Maintenant, j'avais envie de vous parler de deux outils qui permettent d'organiser un travail d'équipe. Donc, ce sont des outils qui viennent à la base du monde du développement web. Donc, c'est un monde où on collabore énormément sur un projet web. Il y a énormément d'intervenants. Donc, ces outils ont été développés initialement pour l'environnement web, mais ils permettent aujourd'hui plus globalement de travailler en équipe, donc au sein d'une même entreprise, avec vos collaborateurs, ou si vous êtes indépendant, de travailler en équipe avec d'autres indépendants qui sont des spécialistes de leur domaine. Si vous êtes en partenariat avec d'autres personnes de la chaîne de votre métier, donc vous allez pouvoir constituer des équipes avec ces outils-là. Donc Asana et Slack, je vais faire une vision rapide de ce que c'est que Slack. C'est tellement évolué que je vais forcément être un peu court dans ma présentation. Si je vous donne envie d'aller plus loin, bien évidemment, le site, c'est Slack. Donc c'est un outil français à l'origine. C'est un outil collaboratif, comme il l'indique eux-mêmes, donc qui permet en fait l'objectif à la base de Slack, c'est d'éviter d'utiliser des mails.
très compliqué de retrouver des vieux mails, de savoir qui a fait quoi, etc. entre différentes personnes. Donc dans Slack, on organise des chaînes, donc qui sont des groupes de travail auxquels vont se connecter plusieurs personnes. Donc si vous avez un projet, euh, et vous avez en fait tous les échanges de conversation, la gestion des plannings, etc. qui se fera à travers cet outil de chaîne. Vous allez pouvoir aussi mettre en place des conversations vidéo. Donc vous pouvez créer une chaîne avec un client. Si vous êtes si vous êtes par exemple designer d'intérieur, architecte d'intérieur, ou si vous êtes en train de faire du home staging, eh bien vous allez pouvoir associer le client à votre réflexion à travers ces chaînes. Vous allez pouvoir avoir des conversations vidéo avec le client pour lui montrer où vous en êtes de vos réflexions. Voilà. Et en fait, l'outil Slack vous permet aussi d'intégrer tout ce qu'on vient de voir précédemment, Dropbox, Google Drive, etc. Et un certain nombre d'outils. Voilà. J'ai un écran Evernote qui m'a échappé. Donc c'est un outil vraiment assez utile si vous êtes amené à collaborer, si vous êtes dans un environnement ou créatif, un environnement de développement, mais aussi un environnement artistique où vous êtes plusieurs à travailler sur un projet. C'est quelque chose qui est assez utile. C'est pas forcément utile si vous êtes artisan, commerçant et que vous souhaitez plutôt des outils simplement pour gagner du temps et que la majeure partie de votre travail, vous le faites de façon autonome sans avoir besoin d'autres prestataires. En revanche, si vous êtes on va dire par exemple euh, maître d'œuvre, chef de chantier, indépendant. Et donc là, vous travaillez avec des corps de métier. C'est un outil qui peut être assez utile, bien qu'il vous faudra sans doute former les personnes avec qui vous bossez à l'utilisation de l'outil. Mais c'est quelque chose qui a l'avantage de faciliter et surtout d'offrir une traçabilité dans les décisions. Tel jour, on a décidé de faire ça ensemble. C'est toi qui as dit, tu t'es engagé à le faire à ce jour. Voilà, ça nous rappelle un peu les responsabilités de chacun. Et quand on est dans un travail itinérant en mode projet, c'est toujours utile de trouver un peu de stabilité dans l'historique. Voilà. Je fais un petit rappel ici de l'environnement intégré Google, hein, puisque je vous l'ai présenté un peu tout à l'heure. Donc il y a plein de choses, je vais plus en parler, mais depuis Google, vous pouvez gérer agenda, mail, Gmail, je pense que vous connaissez tous, l'agenda, les contacts, le Drive, on en a parlé, les outils de création de support, traitement de texte, tableur, présentation, et Hangout, qui est un outil de vidéoconférence. Donc dans le même environnement, vous avez la possibilité, assez simplement, si vous êtes un aficionado ou si vous avez déjà un compte Google, je vous invite à tester l'ensemble des fonctionnalités. C'est comme à chaque fois bien conçu. C'est quelque chose qui est facile à prendre en main, même un Hangout. Voilà, ce sont des choses assez simples. Alors Hangout m'incite à parler à ce que je suis en train de faire là par exemple, mais aussi la possibilité de communiquer en visioconférence de façon simple. Il y a deux grandes possibilités aujourd'hui, soit c'est sur la gauche la solution gratuite qui est Skype. Je pense que beaucoup de monde connaît Skype. Je vais donner un petit focus derrière. Ou des solutions qui sont payantes, donc qui consistent à chaque fois que je fais une vidéoconférence à ouvrir un espace pour cela, à accueillir des gens et donc à payer soit des abonnements, soit au coup par coup. Donc je vais plutôt m'intéresser pour notre présentation euh, par rapport à la cible, je vous ai décrit tout à l'heure, à cette solution gratuite et qui est assez intéressante de Skype. Donc c'est extrêmement populaire, évidemment. Ce que j'aime beaucoup dans Skype, c'est la facilité et aussi la possibilité de faire des réunions groupées, comme on le voit un petit peu sur l'écran ici. Donc vous pouvez très bien, si vous êtes, par exemple, je reprends l'exemple du maître d'œuvre indépendant ou du chef de chantier, vous pouvez organiser une réunion avec des prestataires en vidéo. Ça passe par le téléphone ou l'ordinateur, chacun donne son point de vue. Ça fait une conférence à distance, c'est facile à mettre en place. Voilà, ça se pratique assez naturellement avec un ordinateur, un casque. Voilà. Donc pour moi, c'est l'outil principal. Skype, si vous ne l'avez pas essayé, faites-le à titre personnel, essayez-le. Et à titre professionnel, vous verrez que c'est un outil qui, comment dire, dans toutes les solutions que je viens de vous présenter, on a certaines qui sont peut-être un petit peu branchées technologiques. Il faut avoir un petit background pour se lancer. C'est l'exemple de Slack. Mais Skype, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à chacun. Voilà. Je vais vous montrer un petit logiciel, une petite application. La problématique de certains applicatifs, c'est d'obliger les invités à créer un compte et à installer un logiciel. Alors, évidemment, oui, c'est le cas de Skype, par exemple. Mais quand on installe un logiciel, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de tomber sur un logiciel qui est un logiciel intégrant un cheval de Troie. Ça arrive sur les logiciels dont on ne connaît pas l'éditeur.
En fait, vous en trouvez plein sur internet, des petits applicatifs pas connus qui paraissent sympas, etc. Vous les téléchargez sur ClubX, sur télécharger.com, etc. Vous les installez, ça paraît utile et il peut y avoir un cheval de Troie à l'intérieur avec virus, captage des données, etc. Quand vous êtes sur des solutions, on va dire, qui ont pignon sur rue, c'est l'exemple de Skype. Je rappelle que Skype appartient à Microsoft. Donc, je ne veux pas dire qu'ils ne récupèrent pas vos données, évidemment, c'est Microsoft. Mais dans tous les cas, en termes de sécurité, ce que vous installez sur votre ordinateur ne pose aucun souci en matière de sécurité. Et évidemment, oui, pour des invités, aujourd'hui, c'est immanquablement une solution technique. Quand on fait une visioconférence, pour que l'invité puisse se connecter, et être en visioconférence, il faut que l'applicatif puisse se connecter à sa webcam. Et heureusement, Dieu merci, passez-moi l'expression, on ne peut pas par juste un navigateur internet se connecter à votre webcam. Il faut installer un logiciel sur l'ordinateur et autoriser ce logiciel à utiliser la webcam. Donc vous avez cette nécessité-là, parce que si l'utilisateur n'était pas impliqué à un moment donné avec l'installation d'une appli et une autorisation, eh bien ça veut dire que n'importe qui pourrait à distance prendre en main votre caméra. Voilà, donc ce sont des choses qui sont peut-être qui prennent un petit peu de temps. On peut le constater ici, vous êtes connecté à cette vidéoconférence et effectivement, j'aurais aimé vous faciliter les choses, que vous n'ayez pas à remplir un petit formulaire pour vous connecter. Donc on a fait en sorte que ce soit la connexion la plus simple possible, mais ça reste quand même aujourd'hui nécessaire et c'est également une sécurité. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Jean-Paul, mais c'est un point de vue. Merci. Donc intervenir à distance sur un ordinateur, donc là également ça va impliquer un petit accord. C'est toujours utile moi ça me sert pour deux choses. J'ai un ordinateur fixe au bureau, et quand je suis en déplacement, ça m'arrive de ne pas avoir été clair dans mon rangement, comme je vous l'ai indiqué au départ, et ne pas avoir sur mon disque dur le fichier dont j'ai besoin. Eh bien, je me connecte à distance sur mon ordinateur de bureau pour aller rechercher cette donnée. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est je travaille avec des gens qui, par exemple, sont pas aussi à l'aise que moi avec certaines applications. Donc par exemple l'installation de Skype, eh bien j'ai la possibilité d'utiliser l'application que je vais vous présenter juste après pour me connecter sur leur ordinateur avec leur accord et leur faire la manipulation à distance. Donc ça leur permet d'éviter de devoir commencer à se casser la tête à chercher les fonctionnalités. Et moi directement, je suis connecté sur leur ordinateur, je leur installe ce que je veux, je leur montre ce que je veux, donc c'est quelque chose qui est collaboratif. Donc je vous parle ici d'un outil, il y en a beaucoup, hein, mais d'un outil qui est également un outil, on va dire, réputé, solide, pour lequel il n'y a pas de risque en fait de mauvaises intentions. Donc ça s'appelle TeamViewer. Donc si vous êtes intéressé par ce type d'outil, vous aurez la possibilité avec TeamViewer d'accéder à distance sur un ordinateur, d'intervenir, de faire des réparations s'il le faut, de rechercher un fichier et de le récupérer pour vous. Voilà, en fait, ça fait une fenêtre ouverte, un bureau à distance. Donc quelques exemples, vous accédez au bureau à distance en 4K, bon ça c'est un grand mot, la 4K, donc la qualité de l'image. Donc je peux accéder à votre ordinateur avec une très bonne résolution, comme si j'étais sur votre ordinateur. J'ai la possibilité de protéger mes données comme avec un VPN, donc qui est une solution de protection de données. Je peux partager des fichiers. Je peux redémarrer à distance un ordinateur si par exemple il est planté ou si j'installe quelque chose qui nécessite un redémarrage. Je peux partager mes écrans de téléphone à distance. Voilà, donc ce sont des outils qui sont vraiment utiles. J'aime bien TeamViewer. En tout cas, c'est une solution quand on a deux interlocuteurs, l'un et l'autre à une grande distance d'écart, pour prendre en main quelque chose et aller plus vite. Pardon. Donc là, quelques petites applications nomades utiles. Alors je réponds à la question de Annie. Oui, le résumé, il y aura un replay. Donc vous aurez accès à un replay pour peut-être recommencer dès le départ. Donc en plus là j'arrive à la fin de la présentation, Annie, mais ça sera quelque chose d'assez pratique. Donc autre application nomade utile, alors moi je les ai jugées utiles, pas forcément pour tout le monde, la dématérialisation des justificatifs de frais. Normalement les comptables y pensent de plus en plus et vous le conseillent,
vous êtes probablement, si vous êtes indépendant, soumis à ce régime qui fait que à chaque achat, vous devez stocker les fiches de carte bleue, les tickets de caisse, etc. C'est compliqué quand on est en déplacement, ça finit en boule un peu partout, au fond du sac, dans les poches. Voilà, ça prend énormément de temps à classer. Donc la solution de ce type d'application, c'est de dématérialiser votre ticket de caisse dès que vous le recevez. C'est-à-dire que c'est une application assez simple, on vous donne un ticket de caisse, eh bien, au moment où vous allez la mettre dans votre poche, vous la mettez pas dans votre poche, vous sortez votre téléphone, vous la photographiez, voilà, vous la validez et ça l'importe dans l'application automatiquement. Donc vous avez fini le travail. Le justificatif, en accord avec votre comptable, vous pouvez le jeter. Ici, en fait, l'application, elle a un rôle un petit peu d'intelligence artificielle, c'est qu'elle va apprendre avec vous régulièrement à classer le type de frais. Ça, c'est restaurant. Ça, c'est plutôt frais généraux, etc. Et donc, en fait, l'application, au bout d'un moment, elle aura compris votre métier et elle va finir par classer automatiquement les photos que vous faites de vos fiches de frais pour aller faire donc, dans une interface un récap de vos achats. Bon, ça, c'est intéressant pour ceux qui gèrent leurs frais au centime près et surtout un export comptable. Donc, si vous avez recours à un expert comptable et qu'aujourd'hui, manuellement, vous agrafez vos fiches de frais, vous en faites les photocopies, vous notez à la main à côté un repas, avec quel client c'était, etc. Vous lui remettez, il est tri, il est saisi, etc. Ça, vous allez pouvoir gagner du temps avec cet outil avec l'accord de votre expert comptable, pardon, pas export comptable, mais si, là je parle d'un export, donc on va exporter les données dans le format qui correspond au logiciel de traitement de votre comptable. Donc c'est un outil assez utile. J'en ai mis quelques-uns. Moi de toute façon, je ne vous conseille pas un outil en particulier. C'est un outil que vous devez choisir en accord avec votre expert comptable. Il faut que lui puisse vérifier que l'export sera en accord avec son logiciel. Il faut aussi qu'il puisse vous conseiller dans l'usage. Voilà, donc quelques-uns qui sont, j'ai mis des applicatifs français, ça me paraît important sur ce type de solution, qui commencent à être pérennes. Voilà. Donc ici, on était sur la dématérialisation des justificatifs de frais. C'est assez utile quand on est un petit peu dans le fouillis. Moi, par exemple, c'est mon cas, je suis un peu bordélique, entre guillemets, sur la gestion des frais. C'est un outil qui m'a vraiment permis de gagner beaucoup, beaucoup de temps, et puis peut-être aussi un petit peu gagner du stress dans les relations avec le comptable. Deuxième outil qui peut être intéressant, donc là ça remplace pas le terminal de paiement que vous allez pouvoir acheter si vous travaillez sur les marchés, si vous vendez en itinérant, des choses comme ça. Mais vous pouvez aujourd'hui, avec un certain nombre d'applications, accepter le paiement par carte bancaire sans terminal de paiement. Donc celle que vous avez à l'écran ici, c'est Lydia. Le principe de Lydia, c'est un principe simple. Vous téléchargez l'application, vous créez votre compte. La personne qui veut vous faire le paiement télécharge également l'application, crée son compte. Elle saisit son numéro de carte bleue et elle vous fait un paiement devant vous depuis son smartphone. Donc vous êtes payé immédiatement. Donc c'est une solution qui est adaptée au travail mobile. Je le dis, ça ne remplace absolument pas un commerçant qui lui va avoir besoin d'un terminal de paiement connecté avec sa banque, plus régulier, plus rigoureux, etc. Ça vous permet sur certains déplacements de repartir avec le paiement si vous voulez être sûr que finalement le client va vous régler. C'est quand même bien quand il le fait face à vous, si vous ne le connaissez pas bien. Voilà. Donc cette solution, elle est adaptée au travail mobile. Ça fait partie des nouveaux usages et des nouvelles banques. Donc je vous alerte simplement sur le fait que ça peut être utile dans certains cas, mais que dans tous les cas, ça doit être discuté avec votre expert comptable. Parce qu'il y a des solutions de dématérialisation du paiement pour les particuliers, d'autres pour les professionnels. Bien évidemment, la version particulier ne vous donnera pas assez de garanties, notamment sur la partie justificative, tandis que les versions professionnelles, qui sont payantes moyennant quelques euros, les versions professionnelles vous permettront de stocker les justificatifs, vérifier avec le comptable que ce que la version professionnelle va vous offrir correspond vraiment à la fois à ses attentes et aussi et surtout à la législation. Voilà, j'ai fini avec la partie applicative. J'espère que c'était intéressant. Je vais finir sur le coworking, les espaces de travail ouverts. Donc quand on est en déplacement, en voiture, en train, etc., c'est sympa de travailler en voiture, mais ça a un temps. Travailler dans un hall de gare, s'installer dans un bar ou dans un McDo parce qu'il y a du Wi-Fi, c'est bien, mais à un moment donné, on a besoin d'accéder peut-être à un temps de travail plus long. Je vous le redis, mais par exemple chez Top Office, on a édité un livre blanc qui parle énormément d'ergonomie.
Donc l'ergonomie sur un poste de travail fixe tout au long de la journée, tout le monde y est attentif. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un siège qui protège mes lombaires, qui suit mes mouvements, qui soit adaptable en hauteur. J'ai besoin d'un bureau qui peut éventuellement monter si je suis un petit peu plus grand, etc. Quand on est dans un poste de travail fixe et récurrent, on est tous attentifs à ça. Mais quand on est un travailleur nomade, finalement, tout ça, on le laisse de côté. Or, en fait, le corps, lui, il le laisse pas de côté. Votre corps, en fait, à force de travailler courbé dans un hall de gare, avec l'ordinateur sur vos genoux, enfin voilà, vous comprenez où je veux en venir, c'est que l'installation nomade ne veut pas dire sacrifier un petit peu sa santé et aussi sa concentration. Pardon, je vais prendre un peu d'eau. Donc en fait, il y a des moments où vous n'aurez pas le choix, et à d'autres moments, moi je vous invite à essayer de trouver des espaces de travail qui sont vraiment conçus pour le travail à distance. Le coworking en est une, les espaces de travail ouverts en sont aussi. Donc voilà quelques petits écrans qui rappellent l'importance du coworking. C'est quelque chose, il faut savoir que le gouvernement a décidé d'investir beaucoup là-dedans. Ce sont des espaces qui remodèlent complètement le mode de travail. Alors, je fais petit aparté, si vous êtes travailleur indépendant, eh bien, finalement, le développement du coworking, c'est un peu la validation de votre choix, le choix que vous avez fait récemment ou il y a quelques années quand vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Le coworking, ça accompagne une tendance qui fait que de plus en plus de personnes ont envie de travailler à leur compte, mais pas forcément de travailler seul. C'est-à-dire que je veux plus forcément dépendre d'une structure, d'un patron, j'ai un savoir-faire que j'ai envie de vendre moi-même, j'ai envie de travailler avec mes clients en direct, etc. Donc c'est ce qui me pousse à être indépendant. Mais j'ai pas envie de travailler seul. Je sais que mon métier, j'ai besoin parfois de le faire avec d'autres personnes. Donc le coworking, c'est vraiment la démarche qui accompagne tout ça. Devenir indépendant ne veut pas dire faire tout seul. Évidemment, si vous êtes dans le cadre de la construction d'une maison, du chantier, vous travaillez avec d'autres personnes. Et donc le coworking, ça permet en fait, ce sont des outils, des espaces de travail qui vous permettent en fait de trouver des lieux où vous allez pouvoir collaborer. Donc collaborer comment? Donc là ici par exemple une jolie photo d'un espace de coworking qui appartient au groupe Now. Le coworking, c'est un espace de travail qui est partagé, qui est convivial et qui n'est pas juste une salle de réunion qu'on met à votre disposition. Hein, c'est d'abord un ensemble de services. Donc des bureaux indépendants, des bureaux open space, des salles de réunion, de la photocopie, un Wi-Fi, des machines à café, etc. Enfin, vous êtes comme dans une entreprise, sauf que vous êtes toujours à votre compte. Donc c'est accessible à la location. Vous louez vos espaces à l'heure, à la journée, il y a d'autres formules de forfait, etc. Et donc vous venez quand vous voulez, mais vous pouvez travailler en collaboration. Vous pouvez organiser des réunions, vous pouvez aussi dans certains corps de métier, par exemple dans la partie artistique, le coworking permet de finalement nouer des collaborations entre les personnes qui se rencontrent dans les bureaux. Donc c'est ce qu'on appelle le réseau, hein. On travaille le réseau, c'est un peu ce qu'on fait sur mon réseau Top Office, inciter des pros à discuter, à échanger entre eux directement. Donc c'est un espace de coworking, c'est vraiment un espace où on peut discuter avec d'autres professionnels, parfois répondre à un appel d'offres ensemble, parfois finalement vendre ses services à quelqu'un qui a l'espace à côté, s'est dit bah tiens, mais ce que vous faites, c'est exactement ce dont j'ai envie. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Et puis bon, voilà, on peut nouer des collaborations. Voilà. Alors où est-ce qu'on trouve un espace de coworking? Évidemment, je vais commencer par citer Top Office. Euh, Certains de nos magasins proposent des espaces coworking complets, comme ici sur la photo, c'est à Bayonne que ça se passe. Tous nos magasins intègrent un atelier impression. On l'a vu encore récemment sur le dernier webinar. Et au sein de cet atelier impression, il y a des postes de travail accessibles en libre service. Voilà, avec une petite carte, vous avez accès à la fois au Wi-Fi, au poste de travail. Donc on est sur des espaces qui sont travaillés ergonomiquement. Et en plus, vous avez la possibilité, dans le cadre de cet espace de libre service, d'accéder à un certain nombre de services d'impression utiles si vous devez imprimer un dossier de devis pour un client, le relier, le façonner, présenter une petite fiche type flyer. Imaginez par exemple, vous sortez d'un rendez-vous, un client vous indique qu'il aimerait bien avoir le projet pour la fin de journée parce qu'il doit le présenter à son patron. Et une clé USB, c'est pas forcément la meilleure solution. Vous vous rendez dans un espace de travail en libre service, vous préparez votre dossier, votre recommandation, vous la faites imprimer et vous allez la reporter direct chez le client. Voilà, c'est un outil assez utile. Donc des espaces de coworking, vous en trouverez partout. Évidemment, moi je vous invite à taper sur Google, assez simplement, Coworking Link, Coworking Bayonne, etc. Enfin voilà. Et sinon, il y a quelques sites qui recensent des espaces de coworking. Vous trouverez forcément aujourd'hui des espaces près de chez vous.
Voilà. Donc on va dire que j'ai fini. Je vous remercie, de votre attention. Petit résumé, j'ai essayé de vous présenter à la fois le matériel qui était utile, des choses que vous connaissez sans doute, mais qui assemblées vous montrent un peu mon souci d'avoir un équipement à la fois efficace, robuste, un ordinateur léger, des choses vraiment penser à tous les détails. Il m'est arrivé, pour le plaisir de travailler avec un Mac 17 pouces. Je vous assure qu'au bout de 3 mois, vous êtes super content d'avoir dépensé autant d'argent pour un ordinateur qui est très compliqué, très lourd et cetera. Le 15 pouces suffit. Voilà, donc pensez bien à tous ces petits détails-là. Ouvrez-vous les esprits sur le fait que votre métier, même si vous pensez qu'en termes de télétravail, vous avez fait le tour, votre métier peut peut-être inspirer un conseiller en magasin qui va vous dire: «Attendez, moi j'ai peut-être cette solution, vous n'y avez pas pensé». Voilà, discutez avec des gens qui peuvent vous proposer des solutions. Je vous rappelle qu'on parle aussi d'ergonomie, donc c'est assez important. Si vous travaillez souvent en voiture, et que vous avez besoin de stocker, j'en ai pas parlé ici, mais il peut y avoir des bannettes, spécifiques pour le classement en voiture, des bannettes compactes, des choses comme ça. Donc des conseillers peuvent vous renseigner. Et dernier point, ouvrez-vous les esprits sur les applications. Toutes celles que je vous ai montrées sont vraiment, on va dire, les 20-80, c'est-à-dire les applications qu'on retrouve le plus aujourd'hui quand on parle de télétravail. Évidemment, il y en a certaines qui peuvent faire peur si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique. J'en reviens au point de départ, hein, quand je vous disais prenez le temps. Tout le temps que vous allez prendre maintenant à créer votre organisation, vous le gagnerez plus tard. Même s'il vous faut 3 mois pour choisir les outils, hésitez, essayez. Toutes les solutions que je vous ai présentées proposent des tests gratuits. En général, les solutions en mode SaaS proposent de tester pendant 30 jours l'application avant de vous décider de payer. Faites-le, testez, organisez tout ça. C'est quelque chose d'assez facile à faire. Faites-vous votre opinion. Et puis dernière chose, dernier conseil, optez pour des solutions avec lesquelles vous êtes à l'aise. Donc s'il y a des choses, vous dites tiens, ça j'aimerais bien le faire, mais finalement je ne suis pas à l'aise, n'ayez aucun complexe à pas l'utiliser, il n'y a pas de souci. Le but du jeu, c'est que vous soyez dans votre travail comme dans votre maison, que vous ayez vos repères, que les choses aillent vite pour vous et non pas pour l'extérieur. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, à travers le chat. J'espère que ça vous a intéressé. Merci à vous. Donc je profite que vous soyez en train de rédiger des petits messages pour vous rappeler hein, le contexte des webinars. Donc c'est tous les mois à peu près sur mon réseau Top Office un webinar. On en est au 7e. Il y a de fortes chances pour qu'on fasse donc sur l'édition prochaine sur le réseau Top Office, donc auquel je vous invite à vous connecter régulièrement, puisque pour rappel, il vous permet de rencontrer des pros autour de chez vous. Donc ça aussi, c'est un outil assez utile en matière de travail à distance et de collaboration. Donc sur mon réseau Top Office, on fera sans doute un petit sondage pour voir les thèmes que vous aimeriez qu'on traite l'année prochaine. Donc toujours avec cette volonté d'avoir des thèmes assez concrets et opérationnels. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous écrire si vous avez des idées, des choses où vous aimeriez une ouverture d'esprit ou des conseils ou des avis. On est là pour ça, c'est du coopératif ce qu'on fait ici sur mon réseau. Voilà. Bon écoutez, merci pour vos messages. Je vais couper la transmission. Le replay sera disponible, je l'espère, rapidement si la technique nous le permet. Bonne journée à tout le monde.